La fête de baptême était sur le point de se terminer lorsque ma belle-mère m'a pressée de régler l'intégralité de l'addition. J'ai souri calmement. Cet enfant est-il le mien? Pourquoi devrais-je payer? La célébration bourdonnait de rire. Je me tenais au milieu du luxueux salon, entourée de ma famille et de mes amis, mais j'avais le cœur glacé. Ma belle-mère a glissé avec naturel la facture de 2000 € vers moi, me pressant de payer sous le regard plein d'attente de toute la famille. J'ai souri. Un sourire calme au point d'en être effrayant, puis j'ai haussé la voix. Cet enfant n'est pas le mien. Pourquoi devrais-je payer, moi? Ce fut le moment où la mascarade vola en éclats, laissant place à un revirement de situation dramatique dans la plus grande brasserie de fruits de mer du 8e arrondissement de Paris. Ce soir-là, l'ambiance était terriblement animée. Le tintement des verres lors des toasts, le murmure des conversations et la musique douce créaient une couverture parfaite pour une fête de famille prétendument chaleureuse. Sur la petite scène, des lettres cursives brillaient sous les lumières dorées. Bien que les noms des parents n'y figuraient pas, le message frappait la vue de tous. La fière déclaration de la famille de mon mari. Madame Chantal, ma belle-mère, portait aujourd'hui un élégant ensemble en velours rouge sombre. Elle arborait un collier de perles brillantes. Assise à la place la plus en vue de la table centrale, elle tenait de manière possessive un nouveau-né enveloppé dans une douce couverture en soie. Son visage était radieux, le sourire ne quittait pas ses lèvres, tandis qu'elle recevait continuellement des enveloppes blanches pleines d'argent de la part de la famille, des amis, et même de mes propres collègues de travail. Elle recevait l'argent avec effusion, le glissant habilement dans son sac de marque posé à côté d'elle, sans cesser de proférer des remerciements astucieux et mielleux. J'étais assise à 2 chaises de là, essayant de manger un morceau de sole meunière que l'on avait mis dans mon assiette. Mais j'étais incapable d'avaler. Durant les 5 années où j'ai été mariée à la famille Dupont, j'ai toujours maintenu le respect qui leur était dû, veillant sur chaque repas et sur le sommeil de la famille de mon mari, sans jamais élever la voix ni me plaindre. Le retard pour avoir des enfants avait toujours été une épine enfoncée dans le pied de ma belle-mère, le sujet de conversation lors des repas familiaux. Mais aujourd'hui, Madame Chantal se montrait incroyablement aimable avec moi, insistant pour que je mange des plats nutritifs, créant une image d'harmonie entre belle-mère et belle-fille devant les nombreux invités, juste au moment où il ne restait plus que des assiettes froides sur les tables et que les gens commençaient à se lever pour partir. Un jeune serveur dans un uniforme impeccable s'est approché de notre table. Il tenait à 2 mains un petit plateau en bois avec une longue addition fixée par une pince. Il a fait une révérence respectueuse devant Julien, mon mari. Julien a jeté un coup d'œil à l'addition. Son visage a légèrement changé de couleur et il a rapidement détourné le regard vers sa mère. Madame Chantal a saisi l'allusion et a immédiatement tendu la main pour prendre le porte-addition, le parcourant des yeux et regardant le total. Sans sourciller, elle a poussé le plateau en bois vers moi, élevant la voix juste assez pour que les parents assis à la même table l'entendent. Madame Chantal m'a parlé avec son ton condescendant habituel, me disant de sortir ma carte et de payer vite à la caisse, parce que les invités partaient déjà et que le restaurant devait fermer. Elle a d'ailleurs souligné qu'aujourd'hui, j'avais invité beaucoup d'amis et de collègues, et que l'argent des cadeaux n'était sûrement pas négligeable. Que je prenne en charge les frais de la fête était la chose la plus naturelle pour maintenir le prestige de la famille. Le chiffre sur la facture était de 2000 € tout rond, une somme non négligeable pour un baptême orné de toutes sortes de fruits de mer onéreux. Je n'ai pas levé la main pour prendre le plateau. Je me suis assise le dos bien droit, parcourant du regard le visage de chaque personne à table. Le grand-oncle, la petite-tante et plusieurs cousins ont interrompu leurs mouvements, fixant leurs yeux sur moi dans l'attente. Julien a tourné la tête de l'autre côté, faisant semblant de regarder quelque chose sur son téléphone pour éviter mon regard. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant toute l'amertume que j'avais endurée pendant des années, et j'ai esquissé un sourire doux, mais glacial. J'ai regardé directement dans les yeux de ma belle-mère, et j'ai prononcé chaque mot avec clarté. J'ai demandé à Madame Chantal « Cet enfant n'est pas mon fils. Pourquoi diable devrais-je être celle qui paie cette fête ?» À peine avais-je terminé ma déclaration que l'espace autour de la table a semblé manquer d'air. Le brouhaha du restaurant a paru s'éloigner, laissant place à un silence sépulcral et terrifiant, juste dans la zone où était assise la famille Dupont. Le sourire sur les lèvres de Madame Chantal s'est éteint, son visage s'est durci. Ses yeux se sont écarquillés, remplis de stupeur et de colère. Elle s'est raclée la gorge, a ouvert la bouche pour me gronder, mais sa gorge semblait bloquée, incapable d'émettre le moindre mot. Juste à ce moment-là,
Depuis le couloir menant aux toilettes, une jeune femme est apparue. Elle portait une robe blanche simple, les cheveux détachés tombant sur ses épaules, et tenait à la main un biberon avec des restes de lait. C'était Céline, une ancienne collègue de travail de Julien. Son apparition à cet instant précis fut comme une gifle du destin à la mascarade parfaite que la famille de mon mari essayait de monter. Céline s'est arrêtée net en remarquant la tension dans l'air. Elle a regardé Madame Chantal d'un air déconcerté, puis a cherché Julien du regard pour demander de l'aide. Les murmures ont commencé à s'élever parmi les proches. Le grand-oncle a donné un coup de coude à sa femme, montrant du doigt Céline et l'enfant dans les bras de Madame Chantal. Tout le monde a commencé à faire le lien. Le fait qu'une femme sans lien apparent s'approche directement du bébé avec un biberon, ajouté à mes paroles récentes, a automatiquement révélé la véritable identité de l'enfant. Ce n'était absolument pas le fils d'amis lointains, comme ma belle-mère l'avait clamé pendant des semaines pour inviter les gens. Julien était assis, immobile comme une statue, le visage pâle, les lèvres pincées. Les mains entrelacées sous la table tremblaient, la tête baissée de honte, n'osant pas la lever pour affronter les regards inquisiteurs et réprobateurs de son propre sang. Le silence lâche de l'homme qui m'avait un jour juré un amour éternel était l'accusation la plus claire de la faute qu'il avait commise. La façade d'une famille heureuse, d'un mari exemplaire, venait officiellement de voler en éclats en plein milieu de la fête, éparpillant les restes du mensonge. Je me suis levée tranquillement et j'ai pris mon sac à main. Je n'ai pas regardé Julien une seule fois de plus. Je suis sortie de la salle de banquet, laissant derrière moi le désastre de ceux qui devaient affronter les conséquences créées par leur propre cupidité et leur égoïsme. Tandis que je m'éloignais du restaurant dans le taxi, regardant défiler les lumières des rues de Paris à travers la vitre, mon cœur était étrangement calme. Il n'y avait ni larmes, ni cris, ni désespoir. Peu, être parce que je m'étais préparée mentalement à ce jour depuis longtemps, ou peu, être parce que l'amour que j'éprouvais pour Julien était mort le jour où j'avais découvert les premières traces de sa trahison. J'ai fermé les yeux pour laisser les souvenirs remonter à un mois en arrière. C'étaient des jours où ma vie s'écoulait encore paisiblement dans notre appartement du 15e arrondissement. De l'extérieur, tout le monde pensait que j'avais une vie comblée, un travail stable. Mon mari était chef de département dans une grande agence de communication, et sa famille appartenait à la classe moyenne aisée. Seule une chose me pesait toujours sur l'âme. Le fait qu'en 5 années, je n'avais pas pu donner de petit enfant à la famille Dupont. Un soir de week-end, Madame Chantal a pris un taxi depuis chez elle pour nous rendre visite. Ce jour-là, elle a apporté beaucoup de fruits coûteux, et s'est même mise au fourneau pour préparer du riz au lait, mon dessert préféré. L'enthousiasme excessif de ma belle-mère m'a un peu surprise. Normalement, elle était très critique, et trouvait toujours des défauts à ma cuisine. Après le dîner, Madame Chantal s'est assise dans le salon, et, tout en épluchant une pomme, a commencé à raconter des histoires à voix basse. Elle a raconté qu'une amie intime de sa jeunesse venait d'avoir son premier petit-fils. La belle-fille de cette amie était très capable. Elle avait eu un petit garçon magnifique qui pesait près de 4 kilos. Puis elle a soupiré, a regardé mon ventre et a dit d'une voix triste, mais pleine de sous-entendus, qu'elle se demandait quand elle pourrait tenir un petit-fils. Je n'ai pu que baisser la tête et lui servir du thé en silence, ressentant un mélange de culpabilité et de tristesse. Mais tout de suite après, Madame Chantal a brusquement changé de sujet. Elle a annoncé avec enthousiasme qu'à la fin du mois, la famille de son amie organiserait une fête de baptême très grandiose. Elle m'a demandé de demander l'autorisation de quitter le travail plus tôt ce jour-là pour l'accompagner, avec Julien, afin de les féliciter. Elle a également beaucoup insisté pour que je n'oublie pas de retirer de l'argent et de préparer une enveloppe avec 100 € pour faire bonne impression. Comme il célébrait cela dans un restaurant de luxe, donner moins serait une honte pour la famille. J'ai obéi docilement, sans me douter de rien. Le soupçon a réellement commencé à germer 3 jours plus tard. Ce jour-là, Julien est rentré à la maison très tard. Il est entré l'air fatigué, la chemise débraillée. Quand je me suis approchée pour prendre sa mallette, une odeur étrange m'a frappé directement au nez. Ce n'était pas l'odeur intense de parfum de femme, typique des films d'infidélité. Ce n'était pas non plus l'odeur d'alcool des dîners d'affaires. C'était une odeur douce, écœurante, avec une touche de pureté. L'odeur de Mustela, l'eau de toilette pour bébé. Cela me piquait le nez. Pourquoi un homme adulte travaillant dans un bureau porterait-il l'odeur caractéristique des nouveau-nés? Quand je lui ai demandé, Julien a sursauté et a évité mon regard. Il a rapidement inventé une excuse très fluide, disant que l'après-midi,
Il était passé par l'hôpital pour rendre visite à la femme d'un subordonné qui venait d'accoucher. L'odeur de l'eau de toilette du bébé s'était sûrement imprégnée sur lui. La raison était très plausible. Mais mon intuition d'épouse me disait que quelque chose n'allait pas. L'intuition féminine est plus aiguisée que n'importe quel détecteur. Les jours suivants, j'ai observé Julien en secret. Il prenait souvent l'excuse de faire des heures supplémentaires. Il passait des appels téléphoniques furtifs sur le balcon, et surtout, les dépenses mensuelles ont commencé à afficher un grand trou qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Mais la preuve décisive, celle qui a complètement fait s'effondrer ma dernière once de confiance, est venue d'une négligence incroyablement stupide de la famille de mon mari. Un dimanche matin, Madame Chantal m'a appelé pour que j'aille chez elle, à Montreuil, l'aider à faire le ménage, car elle organisait un repas de famille. Pendant que je nettoyais la zone de la table basse dans le salon, j'ai involontairement balayé un sac en plastique noir coincé sous le canapé. Le sac était rempli de ces petites boîtes que l'on utilise pour les souvenirs lors des baptêmes. Je l'ai ouvert avec curiosité. Parmi les petites boîtes vides, il y avait des étiquettes autocollantes qui n'avaient pas encore été collées. Elles étaient en papier de couleur crème avec des lettres dorées en relief. J'ai pris une étiquette et mes yeux se sont rivés sur chaque lettre. Le texte disait clairement « Souvenir du baptême d'Alexandre, petit-fils de la famille Dupont, accompagné de la date de naissance, qui coïncidait avec l'âge du bébé que Madame Chantal s'apprêtait à aller célébrer. » Mes mains tremblaient. Petit-fils de la famille Dupont. Le nom de famille de mon mari. Il n'y avait aucune amie intime. Il n'y avait aucun petit-fils de l'ami de ma belle-mère. Cet enfant portait le nom des Dupont, et c'était cette même famille qui préparait le baptême. Ces étiquettes depuis longtemps. Je me suis laissé tomber sur le sol froid, reliant tous les indices, l'odeur de mustela sur la chemise de Julien, l'effusion inhabituelle de Madame Chantal, le fait de m'obliger à préparer une enveloppe pour aller à un baptême dans un restaurant de fruits de mer. Tout cela n'était pas des événements isolés. C'était une pièce de théâtre mise en scène méticuleusement, une grande conspiration pour me tromper. Il voulait me tendre un piège, m'obliger à assister à la fête pour que je sois d'une certaine manière forcée d'accepter l'existence de cet enfant illégitime. Il tenait pour acquis qu'avec mon caractère patient et soumis, ajouté à la pression de n'avoir pas pu avoir d'enfant en 5 ans, j'avalerais tout et accepterais d'élever l'enfant pour maintenir mon statut d'épouse et de belle-fille. Mais il se trompait. Je peux être bonne, mais je ne suis absolument pas bête au point de laisser les autres piétiner mon amour-propre. Dès l'instant où j'ai tenu cette étiquette, j'ai décidé de ne pas pleurer. Je jouerai leur jeu jusqu'à la fin de cette mascarade, pour voir jusqu'où ils étaient capables d'aller. Revenons à l'après-midi de la fête du baptême. Contrairement au visage de circonstance que Madame Chantal attendait d'une belle fille obligée d'aller à une célébration étrangère, je me suis maquillée à la perfection et j'ai mis une robe élégante, arrivant à la brasserie 1 heure avant le rendez-vous. En entrant dans le grand vestibule du restaurant, ma vue fut heurtée par une énorme banderole conçue avec soin. Sur un fond bleu ciel avec des nuages blancs et des jouets d'enfants, de grandes lettres cursives occupaient le centre, répétant exactement le texte que j'avais vu sur l'étiquette chez ma belle-mère. Ils ne cachaient absolument pas leur fierté pour le sang des Dupont. Julien, mon mari, était dans la zone de réception. Il portait un costume élégant, une fleur à la boutonnière, et était occupé à donner des instructions au serveur, à replacer les compositions florales et à ajuster l'éclairage de la scène. Son attitude n'était en rien différente de celle d'un père débordant de bonheur le grand jour de son fils. Il n'avait absolument pas l'air d'un invité. En me voyant apparaître, Julien a sursauté un instant. Il s'est empressé de s'approcher, essayant de forcer un sourire tendu, expliquant que Madame Chantal lui avait demandé de venir tôt pour aider la famille de son ami à vérifier l'organisation. J'ai hoché la tête, souriant sans démasquer ce mensonge maladroit. Je l'ai félicité d'être si attentionnée et je suis entrée directement. Madame Chantal était assise sur les chaises d'attente à côté de ma belle-sœur Isabelle. Les deux étaient occupés à lisser des enveloppes identiques pour préparer la collecte de l'argent des cadeaux. En me voyant, Madame Chantal s'est levée immédiatement, m'a attrapée par le bras et m'a conduite directement à la porte principale du restaurant, m'ordonnant de rester à la position de réception des invités. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle avait invité beaucoup de mes vieux amis, ainsi que les collègues qui travaillaient actuellement avec moi pour qu'ils se joignent à la célébration. Elle m'a assigné la tâche de sourire et de guider aimablement mes invités vers les tables 3 et 4. Elle a particulièrement insisté sur le fait que je devais prendre l'initiative de récupérer les enveloppes contenant l'argent de mes amis. Ensuite, je devais les rassembler et les donner à Isabelle pour qu'elle les garde,
et à la fin de la fête, elle les remettrait elle-même à la famille de l'ami. Je suis restée clouée sur place, ressentant la nausée face à l'effronterie de ma belle-mère. Il s'avérait que son but en m'entraînant dans cette mascarade n'était pas seulement de m'obliger à accepter l'enfant, mais aussi de profiter de mes relations sociales, d'utiliser mon nom pour inviter des gens à la fête dans le but de récolter de l'argent dans des enveloppes. Ils avaient fait de moi un écran parfait, pour cacher la saleté d'avoir un enfant hors mariage, et en même temps, un outil pour récupérer le capital de la fête luxueuse qu'ils avaient organisée. Ils avaient calculé jusqu'au dernier centime de mes amis, m'obligeant à contracter une dette de gratitude envers mes collègues en échange de l'ostentation pour leur petit-fils. Pendant que je me tenais là, recevant mes amis avec un sourire figé sur les lèvres, une main familière m'a soudainement entraînée vers le couloir intérieur réservé au personnel. C'était Sophie, ma meilleure amie de l'université. Actuellement, Sophie travaillait comme gérante dans cette même brasserie. Sophie a regardé d'un côté et de l'autre, avec un visage de tension maximale. Elle m'a pressé les épaules pour que je m'accroupisse et a chuchoté à voix basse, mais avec une détermination totale. Sophie m'a révélé toute la vérité sur la facture du banquet. Elle m'a dit que la famille Dupont avait choisi le menu le plus cher du restaurant, qui incluait du homard grillé, du tourteau et des vins d'importation. Le coût total pour les 10 tables s'élevait à près de 2000 €. Mais le plus terrifiant, c'était qu'en traitant avec le département de la caisse en début d'après-midi, mon mari avait donné pour instruction au personnel que la famille n'avait pas encore payé d'acompte et que plus tard, à la fin de la fête, il devait apporter la facture totale à sa femme pour qu'elle passe sa carte. En entendant cela, mon dos s'est glacé. Tout était clair. Un piège financier parfait avait été tendu, attendant que je tombe dedans. Il voulait presser ma valeur jusqu'à la dernière goutte, m'obliger à reconnaître l'enfant illégitime de mon mari, profiter de mes amis pour récolter de l'argent et, finalement, m'obliger à puiser dans mes économies de plusieurs années de travail pour payer la fête qui célébrait la trahison. Il ne me considérait pas comme une personne, ni comme une belle-fille, ni comme une épouse, mais seulement comme une machine à faire de l'argent et une marionnette obéissante. Sophie m'a serré la main, les yeux remplis d'inquiétude et de colère pour son amie. Elle m'a prévenu que je ne devais en aucun cas flancher, que je ne devais absolument pas sortir ma carte bancaire pour que quiconque la passe. Sophie a également promis qu'elle rappellerait au personnel de service d'apporter l'addition juste au bon moment pour mettre la pression sur la famille de mon mari. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête en remerciant Sophie. La poignée de main de ma meilleure amie m'a donné de la force. J'ai lissé ma robe, j'ai levé la tête. Je suis sortie du couloir sombre et je suis retournée dans le vestibule de la fête resplendissant de lumière. Je jouerai le rôle de l'invité poli jusqu'à ce que le rideau de la mascarade tombe. J'attendrai le moment final, le moment où je renverserai l'échiquier qu'ils avaient préparé avec tant de soin. À ce stade, je leur montrerai le prix à payer pour avoir osé mépriser l'amour-propre d'une femme. J'ai marché d'un pas ferme sur le sol carrelé et brillant de la brasserie. La distance d'où j'étais jusqu'à la sortie n'était que de quelques dizaines de mètres, mais j'avais l'impression de traverser la frontière entre deux vies. Derrière moi restait l'effondrement d'une famille hypocrite, et devant moi se trouvait l'atmosphère de liberté à laquelle j'aspirais. À peine avais-je fait quelques pas que j'ai entendu le bruit de chaises qu'on tirait et des pas précipités qui me poursuivaient. La main de Julien m'a attrapé brusquement par le bras, me tirant en arrière. La force de la secousse fut telle que mon sac à bandoulière a glissé, heurtant le bord d'une table voisine. Le visage de Julien à ce moment-là était crispé, rouge de colère mêlée à une panique extrême. Il a grogné, essayant de baisser le volume pour que les invités autour ne s'en rendent pas compte, demandant « Quelle folie es-tu en train de faire? Vas-tu ruiner le prestige de cette famille ?» Je me suis froidement dégagée de la main de Julien, j'ai regardé avec des yeux comme des poignards, le visage en sueur de l'homme que j'appelais autrefois mon mari. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti l'enveloppe que ma propre belle-mère m'avait obligée à préparer des jours auparavant. J'ai jeté avec force l'enveloppe sur la table en verre, produisant un son sec. J'ai dit chaque mot clairement, affirmant qu'aujourd'hui j'étais venue ici en qualité d'invitée à un baptême de l'enfant de connaissance. Le cadeau de 100 €, je l'avais laissé exactement comme sa mère me l'avait demandé. Quant à la facture de 2000 €, que ceux qui profitent de cette fête de luxe la paient de leur propre poche. Je n'ai aucune obligation de payer pour ta trahison. Cela dit, je me suis retournée et je suis partie d'un pas décidé, laissant Julien pétrifié sur place. Au loin, Madame Chantal a commencé à crier de manière scandaleuse. Ses insultes résonnaient dans mon dos, mais elles ne pouvaient pas arrêter mes pas. Sophie, la gérante, était à la caisse et me regardait,
hochant la tête pour m'encourager. J'ai souri en disant au revoir à mon ami et je suis sortie par la porte automatique en verre, me mêlant à la foule dans les rues de Paris, embouteillée à l'heure de pointe. De retour dans mon appartement du 15e arrondissement, tout était toujours rangé et propre comme à mon départ. Mais maintenant, cet espace me semblait froid et extrêmement étranger. Je n'ai pas allumé la lumière du salon, seulement une petite lampe jaune sur le bureau, et je me suis préparé une tasse d'infusion de camomille bien chaude. Je me suis assise en silence sur le canapé, écoutant le tic-tac de l'horloge dans la nuit vide. Mon esprit était parfaitement lucide. Je n'ai pas versé une seule larme. Quand la douleur dépasse la limite du supportable, on devient d'un calme effrayant. Vers 11h du soir, la serrure de la porte a cliqué. Julien est entré avec un air pitoyable, jamais vu auparavant. L'élégante veste de l'après-midi avait disparu, la cravate était lâche et tombante, ses vêtements en désordre. Il empestait la fumée de tabac et l'odeur aigre de l'alcool. En me voyant assise dans le coin sombre, Julien a sursauté. Il a reculé d'un pas, puis a rapidement changé d'attitude, se passant la main sur le visage avec un geste très affligé. Julien a traîné les pieds, s'est laissé tomber sur le canapé d'en face, a pris sa tête à deux mains et a commencé sa litanie de plaintes. Il a utilisé un ton de voix grave et triste pour expliquer que tout ce qui s'était passé aujourd'hui avait été involontaire. Il a juré sur le ciel et la terre que dans son cœur, il n'y avait qu'une seule épouse, et que c'était moi. Le fait d'avoir un enfant avec Céline, l'ancienne collègue, avait été totalement un accident non désiré. Lors d'une soirée d'entreprise, il avait trop bu et avait perdu le contrôle. Il a dit que Céline s'était servie de l'enfant pour le faire chanter, obligeant sa mère à organiser une fête pour la présenter à la famille, mais que lui-même ne souhaitait pas que ce scandale parvienne à mes oreilles. Il m'a supplié d'ouvrir mon cœur, d'avoir pitié de la stupidité d'un homme qui avait commis une erreur et de lui donner une chance de se rattraper et de racheter sa faute. Je suis restée assise, buvant une gorgée de thé refroidi, laissant Julien jouer son rôle de victime. J'ai attendu qu'il lâche tous ses mensonges à bon marché, puis j'ai lentement ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti un petit papier soigneusement enveloppé dans du plastique transparent. J'ai marché vers Julien et j'ai jeté le papier sur la table basse en verre. Sous la faible lumière jaune, les lettres dorées brillaient de manière éblouissante. Souvenir du baptême d'Alexandre, petit-fils de la famille Dupont, accompagné de la date de naissance de l'enfant. J'ai regardé directement le visage de Julien, qui pâlissait peu à peu, et j'ai prononcé chaque mot avec clarté. Je lui ai demandé si son accident d'ivresse était vraiment un accident de nature très spirituelle. L'enfant venait de naître il y a moins d'une semaine, et pourtant, l'étiquette pour les petites boîtes de cadeaux avait été commandée par sa famille il y a 2 mois, soigneusement cachée sous le canapé chez sa mère. Je lui ai demandé si une nuit d'ivresse, où il avait perdu le contrôle, pouvait générer tout un plan détaillé, depuis la commande des cadeaux et des étiquettes, jusqu'à l'établissement de la liste des invités pour soutirer de l'argent aux amis de sa femme. Le visage de Julien est devenu blanc, comme s'il venait de recevoir une gifle. Ses lèvres tremblaient, essayant de dire quelque chose, mais sa gorge était amèrement bloquée, et il ne pouvait prononcer aucun mot sensé. La preuve évidente sous ses yeux avait fait s'effondrer toutes ses excuses pathétiques. Le mensonge maladroit avait été cruellement démasqué, obligeant Julien à baisser la tête vers ses genoux, n'osant pas la lever pour me regarder une seconde de plus. J'ai esquissé un sourire moqueur, j'ai ramassé l'étiquette, je me suis retournée et je suis allée directement dans la chambre, fermant la porte à clé. Cette nuit, je dormirai profondément pour me préparer aux choses que je devais faire le lendemain. Le lendemain matin à Paris, il tombait une fine bruine typique de la fin du printemps. L'air frais était très agréable, à l'opposé de la tristesse et de l'abattement des femmes qui viennent de découvrir que leur mari leur est infidèle. Je me suis levée à 6h du matin, j'ai fait ma toilette, j'ai relevé mes cheveux en un chignon soigné, et j'ai mis un rouge à lèvres couleur terre cuite joyeux. J'ai pris mon habituel panier en osier, et je suis allée à pied au marché près de chez moi. L'ambiance animée, le son des marchandages des dames qui allaient au marché tôt, me donnait un sentiment de réalité et de paix étrange. Je suis allée chez le boucher de confiance, et j'ai méticuleusement choisi les meilleurs ingrédients pour un bon pot-au-feu. Des os à moelle, un bon morceau de bœuf, de la poule et des légumes frais. De retour dans la cuisine, j'ai tout mis dans une grande marmite avec de l'eau et j'ai laissé mijoter à feu doux. Seulement une demi-heure plus tard, l'arôme réconfortant du pot-au-feu remplissait la petite cuisine, irradiant une chaleur qui contrastait complètement avec la froideur de mon mariage actuel. Je l'ai servi dans une cocotte en terre cuite pour maintenir la chaleur. Je me suis changée pour des vêtements plus formels et j'ai commandé un taxi pour aller directement chez ma belle-mère.
La maison de Madame Chantal se trouvait dans une ruelle reculée de Montreuil. Quand je suis entrée dans la cour, portant la marmite de bouillon encore fumante, Madame Chantal était assise, se peignant sur le canapé du salon. En me voyant, son visage a montré un éclair de sursaut et de confusion. Elle tenait probablement pour acquis qu'après le scandale de la nuit dernière au restaurant, je crierais, je pleurais, je rassemblerais mes affaires pour retourner chez mes parents, ou je ferais un esclandre en exigeant le divorce. Elle n'aurait jamais pu imaginer que j'apparaîtrais avec un air docile et aimable, lui apportant à manger pour qu'elle se rétablisse. Exactement comme si de rien n'était. J'ai déposé doucement la marmite sur la table, j'ai pris un bol et une louche. J'en ai servi une petite portion, invitant Madame Chantal à y goûter pendant que c'était chaud. Je lui ai dit que dernièrement le temps changeait et que les personnes âgées avaient mal aux os. Alors j'avais pris la peine de préparer ce bouillon pour qu'elle se rétablisse. Madame Chantal a pris le bol de mes mains avec méfiance. Ses yeux scrutateurs parcouraient continuellement mon visage. Après avoir mangé 2 cuillerées, elle a commencé à se racler la gorge. Essayant de retrouver son autorité habituelle de belle-mère pour diriger la conversation à sa guise. Madame Chantal a posé le bol, a fait claquer sa langue en soupirant et a commencé le discours qu'elle avait préparé. Elle a utilisé le ton confidentiel des femmes plus âgées avec beaucoup d'expérience, me conseillant qu'en tant que femme, je devais savoir me sacrifier, que je devais savoir supporter les choses pour le bien de la famille. Elle a mis sur le tapis le fait que nous étions mariés depuis 5 ans et que mon ventre restait plat, comme l'excuse la plus logique pour tous les péchés de son fils. Elle a argumenté que les hommes de la famille Dupont ne pouvaient pas rester sans descendance, que Julien ait fait cette folie, c'était uniquement par désir d'avoir un fils pour perpétuer la lignée. Elle a affirmé avec assurance que cette Céline n'était qu'un outil pour enfanter. Plus tard, sa famille lui donnerait une somme d'argent pour qu'elle se marie avec un autre. Et l'enfant qui porte le sang des Dupont, on me le laisserait pour que je l'élève. Elle m'a dit d'être généreuse et d'accepter le petit, d'en prendre soin depuis qu'il était bébé, et ainsi, quand il grandirait, il me considérait comme sa mère biologique. La famille redeviendrait heureuse et tranquille comme avant. J'ai écouté attentivement chaque mot du sophisme de ma belle-mère, gardant un léger sourire sur les lèvres, sans montrer aucune attitude d'opposition ou de colère. J'ai attendu qu'elle termine de parler. Je me suis servi un verre d'eau, puis j'ai parlé posément. J'ai dit à Madame Chantal que je gardais dans mon cœur tous les enseignements qu'elle m'avait donnés, que la descendance était certainement une affaire importante pour la famille. Cependant, l'important maintenant n'était pas de savoir qui élèverait l'enfant, mais quoi dire à mes amis et à mes collègues de travail. Je lui ai raconté doucement que ce matin, en me réveillant, mon téléphone avait reçu d'innombrables messages de mes collègues de bureau. Ils demandaient si la fête d'hier s'était bien passée et surtout, ils voulaient savoir si la famille de son ami avait reçu la totalité de l'argent des cadeaux qu'ils avaient envoyés par mon intermédiaire. Ils m'avaient mise dans une situation difficile. Je ne savais pas quoi leur répondre pour faire les choses correctement. En voyant que je ne mentionnais rien sur le fait de faire une scène de jalousie ou de divorcer, mais que je m'inquiétais seulement de mes relations sociales, Madame Chantal a semblé sauter un poids de dessus. Elle a soupiré de soulagement, pensant qu'elle avait maîtrisé ma faiblesse. J'ai profité de l'occasion pour lancer la question décisive. Je lui ai demandé. Hier au restaurant, j'ai donné toutes les enveloppes de mes invités à Isabelle pour qu'elle les garde. Alors, maintenant, le carnet où ont été notés les cadeaux et tout l'argent, c'est toi qui l'as gardé ou c'est Isabelle? C'est pour copier la liste. Ainsi, à l'avenir, quand ils auront un événement, je saurai comment leur rendre l'appareil. Madame Chantal ne s'est doutée de rien et a répondu rapidement. Elle a dit qu'hier, en payant au restaurant, il y avait eu beaucoup de confusion, qu'elle avait mal à la tête et qu'elle était partie en taxi. Avant cela, tout l'argent récolté lors de la fête et le carnet, avec les signatures des enveloppes, elle avait tout donné à Isabelle, la sœur de Julien, pour qu'elle l'emmène chez elle, le compte et le garde. J'ai hoché la tête, l'air compréhensive, et j'ai demandé la permission de ramasser les assiettes pour les emmener dans la cuisine afin de faire la vaisselle. L'objectif de cette matinée avait été atteint avec beaucoup trop de facilité. Confirmer qui avait exactement ce maudit carnet était le tournant important pour mener à bien la prochaine étape de mon plan, démasquer ces gens cupides et hypocrites. Quand je suis sortie de la maison de Madame Chantal, le ciel s'était dégagé. Les rayons du soleil brillaient sur l'asphalte mouillé. Après avoir quitté la maison de Madame Chantal, j'ai pris un taxi et je suis allée directement dans un café que je connaissais, près du jardin du Luxembourg. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai choisi un coin tranquille. J'ai commandé un café noir avec des glaçons pour garder l'esprit clair.
J'ai allumé mon téléphone. Je suis allée sur WhatsApp et j'ai cherché le nom d'Isabelle, la belle-sœur. Célèbre pour être calculatrice et extrêmement cupide au sein de la famille Dupont. J'ai rédigé un message très poli et respectueux pour le lui envoyer. Le contenu du message exprimait de la honte pour ce qui s'était passé la nuit dernière au restaurant, ce qui avait donné une mauvaise image de la famille. Ensuite, j'ai habilement avancé l'excuse que plusieurs collègues du service comptabilité et des ressources humaines de mon travail posaient des questions sur l'argent du cadeau de baptême. J'ai pris l'excuse d'avoir une mauvaise mémoire et que, à l'avenir, je ne saurais pas comment rendre les faveurs sociales. Je demandais donc instamment à Isabelle de m'envoyer des photos des pages du carnet où étaient notés les cadeaux du groupe d'invités que j'avais amenés. Je me suis également assurée d'insister sur le fait que la famille pouvait garder l'argent pour les frais. Je demandais seulement la liste des noms et des montants pour l'enregistrer dans mon téléphone et être tranquille. J'ai envoyé le message. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai siroté le goût amer du café. La psychologie humaine est très étrange. Quand quelqu'un retient une somme d'argent injustement, il a toujours tendance à être très sur ses gardes, mais il panique très facilement s'il est attaqué juste sur son point faible. Isabelle est une femme au foyer qui, toute l'année, ne fait que tourner autour des courses et calculer l'argent du marché. Avoir entre les mains plus de 1 000 € dans des enveloppes provenant des amis de sa belle-sœur la rendait sûrement très nerveuse. Le fait que je lui envoie un message demandant la liste avec une attitude soumise allait la mettre en confiance. Mais en même temps, cela activerait aussi sa précipitation à démontrer sa fausse transparence. Environ 15 minutes plus tard, l'écran de mon téléphone s'est allumé, mais la notification du message n'était pas dans la discussion privée entre Isabelle et moi. Elle a éclaté à plusieurs reprises dans le groupe de discussion générale appelé Famille Dupont. C'était un groupe comptant près de 40 membres, incluant ma belle-mère, mon mari et moi, le couple d'Isabelle et tous les oncles, tantes et cousins de la famille, répartis dans toute la France. J'ai ouvert le groupe de discussion. Une longue série d'images venait d'être envoyées consécutivement par Isabelle. Sûrement à cause de la nervosité, au lieu d'appuyer sur envoyer uniquement à moi, elle s'était trompée et avait cliqué sur partager dans le groupe général de la famille. J'ai agrandi chaque photo pour la voir. L'écriture manuscrite et tordue d'Isabelle apparaissait très clairement sur le papier ligné du carnet. Elle avait fait des colonnes et divisé les cases avec beaucoup de soin, mais le plus surprenant, c'étaient les titres des pages du carnet. Elle avait écrit clairement en majuscules. Liste de collecte du baptême. Petite fils de la famille Dupont, Alexandre. En dessous de ce titre, il y avait une liste détaillée de noms accompagnés des montants. Beaucoup de ces noms étaient ceux de mes amis et collègues. Par exemple, Collectif Comptabilité Bureau Hélène, 250 €. Collectif RH, 150 €. Sophie, gérante du restaurant, amie d'Hélène, 100 €. Monsieur Martin, associé d'Hélène, 50 €. Au total, la somme récoltée auprès de mes invités s'élevait à près de 1 000 €. Tous étaient listés comme des revenus pour le soi-disant petit-fils de la famille Dupont. Il n'y avait aucune note mentionnant le fait de rendre cet argent à la famille d'une amie, comme Madame Chantal l'avait clamé. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les membres du groupe familial digèrent l'énorme quantité d'informations de ces photos. Immédiatement, la discussion du groupe a explosé comme sur un marché. Une série de messages a commencé à bondir sur l'écran à une vitesse vertigineuse. La première et la plus intense des réactions fut celle de Tante Rose, une parente éloignée qui vivait juste à côté de la maison de Madame Chantal. Tante Rose avait un caractère direct et était indignée depuis des années par l'hypocrisie de ma belle-mère. Elle a écrit un long message, démasquant directement l'effronterie de la famille de sa cousine. Tante Rose a écrit sans détour, questionnant tout le monde dans le groupe. Depuis quand la famille Dupont a-t-elle l'audace de garder la sueur et les larmes des collègues de la belle-fille pour enrichir un enfant bâtard? Elle a critiqué l'action de profiter de mes relations pour récolter de l'argent dans des enveloppes, qualifiant cela d'acte d'hypocrisie répugnante qui entachait le bon nom des ancêtres Dupont. Les mots cinglants de Tante Rose furent comme jeter de l'essence sur le feu. D'autres oncles et tantes de la famille ont commencé à se joindre aux commentaires. Certains se montraient horrifiés, ne comprenant pas ce qui se passait. D'autres identifiaient directement les comptes de Madame Chantal et Julien dans le groupe, exigeant qu'ils donnent des explications claires. Un oncle de la province a même insulté gravement, disant qu'ayant la réputation d'être une famille de bien dans la capitale, faire ces cochonneries de tromper sa propre belle-fille et de voler l'argent des invités. Avec quel visage allait-il retourner au village pour les fêtes? Isabelle, prise de panique, a essayé d'effacer les photos. Mais il était déjà trop tard.
WhatsApp a donné une erreur due au délai. Les images de preuve étaient déjà sauvegardées dans les téléphones de dizaines de parents. Madame Chantal et Julien étaient complètement portés disparus. Personne n'osait dire un demi-mot dans le groupe de discussion qui bouillonnait d'indignation. Je me suis adossée à la chaise. J'ai éteint l'écran du téléphone en silence pour laisser l'appareil vibrer violemment dans mon sac. Un sentiment de satisfaction mêlé de paix s'est répandu dans tout mon corps. Ainsi donc, la preuve irréfutable de la cupidité sans fond de ma belle-mère et de ma belle-sœur avait été mise en lumière. Non par ma main, mais par leur propre stupidité et mesquinerie. La façade de respectabilité de la famille Dupont devant les proches avait été arrachée à la racine. J'ai souri avec tranquillité. J'ai fait signe au serveur pour payer le café, me préparant mentalement pour la prochaine confrontation directe avec la maîtresse de mon mari. Cet après-midi-là, alors que je classais des documents sur mon bureau, le téléphone a vibré. Un numéro inconnu m'a envoyé un message, s'identifiant comme Céline et me demandant un rendez-vous. Elle disait avoir une affaire extrêmement importante concernant l'avenir de l'enfant, qu'elle devait discuter directement avec moi. J'ai réfléchi quelques secondes et je lui ai répondu avec l'adresse d'un café dans le quartier latin, exigeant qu'elle arrive à l'heure. Je n'ai pas l'habitude de me cacher. Les nœuds créés par les gens doivent être défaits par les gens eux-mêmes, en s'affrontant. À 4 heures de l'après-midi pile, je suis entrée dans le café. Céline attendait déjà à une table isolée près de la fenêtre. Contrairement à son allure éblouissante avec la robe blanche au restaurant la veille, elle portait aujourd'hui un ensemble de vêtements d'intérieur assez simples. Son visage sans maquillage révélait les cernes d'une femme venant d'accoucher et manquant de sommeil. En me voyant, elle s'est levée précipitamment, entrelaçant ses mains, se montrant timide et effrayée. J'ai tiré ma chaise et me suis assise en face d'elle. J'ai commandé un jus d'orange pour moi, puis je l'ai regardée calmement, attendant que Céline commence à sangloter. Elle a sorti un mouchoir en papier de son sac et s'est essuyé le coin des yeux. Avec le ton faible de celle qui joue le rôle de la victime, elle a raconté qu'elle aussi n'était qu'une femme naïve et confiante, trompée par les douces paroles de Julien. Elle a dit qu'elle ne voulait pas détruire le bonheur de ma famille. Mais comme le bébé était déjà en route, elle n'avait pas eu le cœur d'avorter. Maintenant que l'enfant était né, elle avait besoin d'un statut clair. Elle a joint les mains sur la table, a incliné la tête, me suppliant d'ouvrir mon cœur, de faire un pas en avant pour adopter légalement l'enfant, afin qu'il ait un acte de naissance en règle avec le nom de famille Dupont. J'ai regardé les larmes rouler sur les joues de Céline, sans ressentir la moindre once de compassion en moi. Je lui ai demandé directement si forcer une épouse légitime à adopter l'enfant de la maîtresse de son mari, comme le sien lui semblait être une chose morale. Si elle avait décidé d'avoir un enfant avec Julien, c'était à elle et à Julien de se charger de régler les papiers légaux de l'enfant. Pourquoi m'entraînait-il, moi, pour être la couverture de cette saleté? À peine avais-je fini de parler que la porte en verre du café s'ouvrit à la volée. Madame Chantal est entrée comme une trombe, avec un visage patibulaire. Il était clair que Céline avait secrètement prévenu ma belle-mère pour qu'elle vienne faire pression en faisant un scandale. Belle-mère et maîtresse réunies pour acculer l'épouse légitime. Madame Chantal a écarté une chaise et s'est assise lourdement à côté de Céline, lui donnant de petites tapes sur l'épaule en signe de défense. Madame Chantal m'a menacée à voix haute, là, au milieu de tout le monde. Elle m'a dit qu'en tant que belle-fille, j'étais folle, étroite d'esprit, et obtuse pour ne pas penser à l'avenir de la famille de mon mari. Elle a déclaré catégoriquement que cet enfant était le petit-fils des Dupont et que je sois d'accord ou non, elle le ramènerait à la maison pour l'élever. Elle m'a également grondée en disant que si je ne savais pas enfanter, je devais savoir céder la place pour qu'une autre donne une descendance, et que je devrais être reconnaissante au lieu de donner des leçons avec ce ton de supériorité. Je ne me suis pas mise en colère. J'ai remué doucement le jus d'orange devant moi, souriant aux deux femmes qui m'attaquaient avec fougue. Je savais que le point faible mortel de cette alliance était l'intérêt financier. J'ai posé la cuillère sur la soucoupe avec calme, et j'ai dirigé mon regard vers Céline. Je lui ai demandé ce que la famille Dupont lui avait promis pour qu'elle attende docilement avec l'enfant au restaurant la nuit dernière. Se pourrait-il que ma belle-mère lui ait promis de récolter tout l'argent des enveloppes des invités pour ouvrir un compte d'épargne pour l'enfant, en guise de capital? Céline a sursauté, a cligné des yeux de façon continue et a hoché la tête pour confirmer. J'ai souri avec dédain. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la photo du carnet de comptabilité qu'Isabelle avait envoyé par erreur dans le groupe WhatsApp le matin même. J'ai poussé le téléphone vers Céline, lui disant de regarder par elle-même comment les près de 2000 € de l'argent des cadeaux d'hier avaient été soigneusement notés dans le fond des dépenses de la famille Dupont.
Il n'y avait absolument aucune ligne mentionnant l'ouverture d'un compte d'épargne pour elle et son fils. Le visage de Céline a changé immédiatement. Elle s'est tournée pour regarder Madame Chantal avec une totale méfiance. Madame Chantal est devenue nerveuse, a essayé d'arracher le téléphone. Mais je l'ai retiré rapidement. J'ai assonné un autre coup. J'ai demandé à Céline si, en plus du compte d'épargne, Julien lui avait promis qu'elle et son fils emménageraient dans l'appartement de luxe situé à Neuilly-sur-Seine pour y être bien soignés. Céline s'est mordu la lèvre. Ses yeux ont commencé à montrer une panique extrême. Lentement, je lui ai révélé une vérité cruelle. Cet appartement à Neuilly-sur-Seine était certainement la propriété exclusive de Julien, mais Julien n'avait aucune intention qu'elle et son fils y emménagent. Il avait secrètement signé un contrat de location à long terme avec d'autres personnes le mois dernier, afin d'empocher une grosse somme d'argent pour ses dépenses personnelles. Toutes ces promesses d'un foyer confortable n'étaient que des châteaux en Espagne que Madame Chantal et son fils utilisaient pour la tromper, afin qu'elle soit docilement l'outil pour maintenir leur lignée, et rien de plus. En entendant cela, Céline s'est complètement effondrée. Elle a caché son visage et a pleuré amèrement. Ce n'étaient pas les faux pleurs de tout à l'heure, mais l'indignation de celle qui se rend compte qu'elle a été effrontément trompée. Madame Chantal, assise à ses côtés, était pâle, balbutiant, incapable de prononcer la moindre phrase pour se justifier. L'alliance temporaire entre la belle-mère et la maîtresse a commencé à se fissurer pour cette basse histoire d'argent. Je me suis levée, j'ai laissé l'argent pour payer le jus sur la table, et je suis sortie tranquillement du café pour prendre un peu de l'air frais de l'après-midi, laissant derrière moi les deux femmes qui commençaient à se remettre en question mutuellement. À 7 heures du soir, j'étais assise dans le salon, en train de lire un livre, quand j'ai entendu la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et Julien est entré dans la maison. Contrairement à son allure pitoyable de la veille, aujourd'hui, il semblait s'être douché, rasé, et il tenait à la main un bouquet de roses rouges. Mais ce qui attirait l'attention n'était pas le romantisme, mais le côté ridiculement bon marché de la chose. C'était un bouquet acheté à la hâte à un stand de rue. Les roses, qui commençaient déjà à se faner, étaient négligemment enveloppées dans un plastique transparent avec quelques branches de gypsophile en plastique bon marché. La valeur de ce bouquet ne dépassait sûrement pas 5 €. Julien s'est approché, a posé le bouquet sur la table en verre devant moi, a forcé un sourire qu'il jugeait aimable et plein de repentir. Il s'est assis dans le fauteuil d'en face, s'est frotté les mains, s'est raclé la gorge, et a commencé un discours qu'il avait probablement répété soigneusement sur le chemin du retour. Julien a utilisé une voix chaleureuse pour me conseiller de considérer que le passé appartenait au passé. Il a admis qu'il était en tort de me l'avoir caché, mais il a affirmé qu'aux yeux de nos amis, de nos parents et de nos collègues de travail, je restais l'épouse légitime, l'unique maîtresse de cette maison. Il m'a fait une proposition qui, selon lui, était très raisonnable. Il voulait que je ferme les yeux, comme si je ne savais rien, que je continue à jouer le rôle de l'épouse et de la belle-fille exemplaire, en maintenant la paix au foyer et en protégeant le prestige des deux familles. En échange, il se chargerait d'entretenir Céline et l'enfant dans un autre endroit et ne la laisserait absolument pas mettre un pied dans cette maison pour perturber ma vie. Il pensait qu'ainsi, nous serions tous gagnants. Je ne perdais pas mon mari, il ne perdait pas sa femme, et l'enfant aurait un père pour s'occuper de lui. J'ai écouté ses calculs égoïstes et j'ai ressenti la nausée. La mentalité de cet homme était vraiment tordue. Il considérait le mariage comme une transaction commerciale où il pouvait être infidèle librement, avoir des enfants à droite et à gauche. Et juste en lançant à la femme à la maison un titre vide et un bouquet de fleurs bon marché, il pensait pouvoir effacer tous ses péchés. Il voulait avoir une femme belle et intelligente à la maison, et il voulait aussi avoir une maîtresse obéissante à l'extérieur, transformant toutes les femmes autour de lui en outils pour servir sa vanité et sa cupidité sans fond. J'ai fermé le livre. J'ai poussé le bouquet à 5 € sur le côté de la table. Je me suis levée. Je suis allée au meuble de la télévision. J'ai sorti un carnet à couverture en cuir et un stylo. Je suis retournée m'asseoir. J'ai ouvert le carnet. Et j'ai regardé directement Julien dans les yeux avec l'expression la plus sérieuse et la plus décidée que je n'ai jamais eue. Je lui ai dit clairement que ce mariage n'était pas une partie d'échec pour qu'il fixe les règles à sa guise. S'il voulait encore parler et résoudre le problème, il devait remplir mes conditions. J'ai écrit rapidement sur la page blanche, lisant à haute voix chaque point pour qu'il l'entende clairement. Premièrement, la fête de baptême à la brasserie de fruits de mer a été réservée et les invités ont été choisis par sa famille. Par conséquent,
La facture de 2000 € doit être payée par sa famille, de leur propre poche. Je ne mettrai absolument pas un seul centime. Deuxièmement, tout l'argent des enveloppes que mes amis, associés et collègues ont envoyées hier doit m'être rendu exactement jusqu'au dernier centime. Sa famille n'a pas le droit d'utiliser mon nom à des fins de profit personnel, en volant l'argent d'autres personnes pour s'enrichir. Troisièmement, que celui qui a eu l'enfant l'élève et se charge des papiers de l'état civil. Qu'il ne leur vienne pas à l'idée d'utiliser l'excuse du petit-fils pour m'obliger à assumer la responsabilité du sang de la maîtresse de mon mari. Quatrièmement, et le plus important, à partir de ce moment, j'interdis formellement que quiconque de la famille Dupont aborde le sujet de m'obliger à être la mère de cet enfant. Si ces 4 conditions ne sont pas remplies, il n'y a qu'un seul chemin. Le divorce devant les tribunaux. Julien est resté pétrifié sur sa chaise. Son visage montrait clairement un mélange de stupeur et de peur. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais tous les arguments sont restés bloqués dans sa gorge. Mes propositions froides et claires avaient perforé l'illusion de l'épouse soumise qu'il croyait avoir sous contrôle. Il a compris que je n'étais plus une marionnette dont sa famille pouvait tirer les ficelles. Le silence a rempli la pièce. Il ne restait plus que la respiration lourde de l'homme acculé par ses propres péchés. J'ai fermé le carnet. Je me suis levée. Et je suis allée directement dans la chambre, le laissant seul pour qu'il rumine son repentir tardif et bon marché. Le lendemain matin, j'ai pris un jour de congé au travail. L'air étouffant de l'appartement du 15e arrondissement m'oppressait la poitrine et j'avais du mal à respirer. J'ai pris quelques vêtements à la hâte, je les ai mis dans un petit sac de voyage et j'ai pris un taxi directement vers l'ancien immeuble d'habitation dans le quartier populaire de Belleville, où ma mère dévouée m'attendait chaque jour, l'immeuble teinté par le passage du temps, avec ses murs écaillés, le son de la radio d'un voisin et l'odeur familière des ragoûts faits maison. En gravissant les marches en ciment usé, mon cœur s'est soudainement calmé. Lorsque s'est ouverte la porte en bois à la peinture verte écaillée, l'image de ma mère, Madame Thérèse, penchée en train de nettoyer des légumes sur le balcon, est apparue réelle et chaleureuse d'une manière étrange. En me voyant arriver en milieu de semaine avec un sac de vêtements, une étincelle d'inquiétude a traversé le regard de ma mère, mais elle l'a caché rapidement. Elle ne s'est pas précipitée pour demander ce qui s'était passé. Elle a simplement souri et m'a dit de ranger mes affaires, puis de venir l'aider à faire des croquettes, le plat qui me faisait toujours envie lors des fêtes depuis mon enfance. Mère et fille, nous nous sommes assises dans la petite cuisine. Maman avait déjà préparé une grande quantité d'appareils pour les croquettes, faites avec du jambon de Bayonne haché, un peu de poulet et une béchamel douce et crémeuse. Les mains fines de ma mère, tachetées par l'âge, façonnaient habilement les croquettes avant de les passer dans l'œuf et la chapelure, pour qu'elles soient croustillantes à la friture. Je me suis assise en face, les dents à les paner avec soin. Le bruit de l'huile grésillant dans la poêle noire, l'odeur intense de friture maison qui s'élevait, se mélangeaient pour créer une atmosphère de paix absolue. Pendant que ses mains ne cessaient de bouger les croquettes dorées dans la poêle, Madame Thérèse a parlé posément, avec la voix chaleureuse et l'expérience d'une femme qui avait consacré sa vie à se sacrifier pour son mari et ses enfants. Elle m'a dit qu'elle m'avait mise au monde et m'avait élevée jour après jour. Rien qu'en regardant mes yeux fatigués, elle savait que la tempête faisait rage dans ma vie conjugale. Elle ne m'a pas obligée à lui raconter les détails. Elle voulait seulement me donner un conseil sur la vie. Maman m'a regardé droit dans les yeux et m'a parlé doucement à l'âme. Elle m'a dit qu'en tant que femme, lors du mariage, savoir céder pour maintenir la paix familiale est une bonne chose. Mais le sacrifice doit être fait pour la bonne personne et au bon endroit. Ne continue pas à porter l'eau pour que d'autres s'en lavent les mains éternellement. Si tu le fais trop longtemps, non seulement ils ne t'en remercieront pas, mais ils te critiqueront pour ne pas marcher droit et éclabousser d'eau. Les femmes peuvent pardonner le manque d'attention, mais elles ne doivent absolument pas courber l'échine face à la trahison et au calcul machiavélique. Si ce foyer est déjà froid, alors aie le courage d'en sortir et de revenir ici avec ta mère. D'amour et d'eau fraîche, nous serons ensemble. Mais ne permets pas que ta vie se consume dans l'indignation. Les paroles de ma mère ont été comme une aiguille perçant le ballon d'émotion réprimé en moi depuis des jours. J'ai arrêté de paner des croquettes, j'ai enfoui ma tête dans mes genoux et j'ai éclaté en sanglots amers. Les larmes roulaient sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse pour pleurer un mauvais homme, mais l'apitoiement d'une fille qui, en se mariant, avait été piétinée et qui revenait maintenant se réfugier dans les bras protecteurs de sa mère. Maman a posé les baguettes avec douleur, elle m'a prise dans ses bras.
Sa main rugueuse caressait mes cheveux pour me consoler. La chaleur de la poitrine de ma mère m'a transmis une force invisible. Le repas de ce midi-là n'a consisté qu'en une assiette de croquettes chaudes et un peu de salade de tomates. Mais ce fut le repas le plus délicieux que j'ai mangé au cours des 5 dernières années. J'ai servi à ma mère une très grosse croquette, me disant à moi-même que les jours passés à supporter l'obscurité étaient terminés. À partir de demain, je me tiendrai fermement sur mes 2 pieds. Je nettoierai les ordures du passé pour construire de mes propres mains une vie nouvelle, plus lumineuse et libre. Le repas de maman avait guéri les blessures profondes de mon âme, m'équipant du courage nécessaire pour affronter les batailles finales et rompre tout lien avec la famille Dupont. Après ce déjeuner chaleureux et les conseils profonds de ma mère, j'ai ressenti un grand soulagement en moi. Le bloc de pierre invisible qui oppressait ma poitrine ces derniers jours semblait avoir été entièrement éliminé. J'ai demandé la permission à ma mère de rester encore un peu. Puis j'ai pris un taxi pour retourner à l'appartement du 15e arrondissement afin de préparer mes affaires pour les prochains jours de travail. S'apitoyer ou pleurer en ce moment ne résoudrait aucun problème. Le plus important était de garder la tête froide et le cœur fort pour sauver ma propre vie. Ce soir-là, alors que j'étais assise à mon bureau, en train d'organiser quelques documents personnels, l'écran de ma tablette s'est allumé. Un message de Sophie, mon amie gérante du restaurant, est apparu. Sophie m'a envoyé un lien vers une publication sur les réseaux sociaux, accompagné d'un bref message, me rappelant de cliquer dessus pour le voir immédiatement, afin de découvrir le vrai visage de l'homme avec qui j'avais été mariée. J'ai cliqué sur le lien. Le navigateur web m'a redirigé rapidement vers la page Facebook officielle de Placenta, l'agence de communication où travaillait Julien. C'était une grande entreprise qui accordait beaucoup d'importance à l'image et à la culture d'entreprise. La dernière publication sur leur page principale était un long article pour honorer les employés exceptionnels du dernier trimestre. La première chose qui m'a sauté aux yeux, ce fut une photo très familière, agrandie et placée à l'endroit le plus en vue. C'était une photo que Julien et moi avions prise lors du voyage pour notre 4e anniversaire de mariage à Annecy, en Haute-Savoie, l'année dernière. Sur la photo, Julien portait une chemise blanche impeccable, souriait de manière radieuse et m'entourait la taille de son bras très affectueusement, créant la scène d'une famille parfaite et heureuse. En dessous de la photo, l'équipe de communication de l'entreprise avait utilisé des mots très élogieux pour encenser Julien. Ils avaient mis un très grand titre. Julien Dupont, chef de département. Un modèle familial. L'excellent équilibre entre le travail et le foyer. Le contenu de l'article ne cessait de le louer comme un leader talentueux, dévoué à son travail, mais qui savait toujours consacrer du temps à prendre soin de sa femme, de sa famille. Il citait des phrases pleines de moralité que Julien avait prononcées lors des réunions d'entreprise, comme la base d'une carrière solide est une famille heureuse, ou un homme qui a réussi est celui qui ne fait jamais pleurer sa femme. La publication avait attiré des centaines de j'aime et de commentaires de collègues, de partenaires et même de clients de l'entreprise. Tous rivalisaient pour le féliciter, exprimant leur admiration pour son caractère et son style de vie exemplaire. En lisant chaque ligne sur l'écran, j'ai ressenti la nausée. L'hypocrisie et l'effronterie de Julien avaient atteint un niveau que je n'aurais pas pu imaginer. Il utilisait mon image. Il utilisait notre mariage en décomposition comme un tremplin pour s'élever dans sa propre carrière. Il se construisait une façade morale impeccable pour gagner les faveurs de ses supérieurs et de ses subordonnés, alors qu'en réalité, il était un traître éhonté qui entretenait une maîtresse en secret et avait un enfant hors mariage. Il profitait de sa réputation de mari modèle pour cacher sa nature égoïste et cupide à l'extrême. Je suis restée assise en silence un moment, faisant le lien entre tout ce qui s'était passé. Julien était toujours fier de son poste de chef de département. Il aspirait également au poste de directeur adjoint lors des nominations de fin d'année. Pour une entreprise qui accordait tant d'importance à l'éthique et au style de vie de sa direction, comme celle où il travaillait, une image familiale parfaite était le passeport le plus important. À l'inverse, un scandale amoureux qui violerait le régime du mariage monogame serait, sans aucun doute, un coup mortel qui détruirait toute la carrière qu'il avait construite avec tant d'efforts. J'ai réalisé que la plus grande faiblesse de Julien n'était pas la peur de me perdre, ni la peur que sa mère soit contrariée. Ce qu'il craignait le plus, c'était de perdre son prestige, de perdre sa position de pouvoir au bureau, et que ses collègues démasquent la façade d'hypocrisie qu'il s'efforçait tant de maintenir. Il préférait s'agenouiller pour me demander pardon. Il préférait acheter un bouquet de fleurs à 5 € pour m'apaiser. Tout cela uniquement pour calmer les eaux, pour protéger à tout prix sa belle image sociale.
Connaissant cette faiblesse, je n'ai pas hésité une seconde de plus. J'ai soigneusement utilisé le logiciel pour faire des captures d'écran de toute la publication sur la page Facebook, depuis la photo et le contenu de l'article jusqu'à chaque commentaire élogieux des gens. J'ai tout sauvegardé dans un dossier avec un mot de passe sécurisé sur l'ordinateur. Et j'ai également fait une sauvegarde sur le cloud pour assurer une sécurité maximale. Ces images n'étaient pas un outil pour le faire chanter ou le menacer, mais elles seraient le bouclier le plus solide pour me protéger lors de la prochaine bataille du divorce. Elles seraient la preuve la plus accablante pour écraser toute tentative de déformation s'il osait changer de version, jouer les victimes ou me calomnier devant les tribunaux. En regardant le dossier de documents fraîchement créé, j'ai souri légèrement. Tout se mettait en place. La mascarade de la famille Dupont touchait à sa fin. 2 jours s'écoulèrent depuis la conversation franche avec Julien. L'air dans la maison était froid comme un bloc de glace. Julien essayait de partir tôt et de rentrer tard pour m'éviter. Ou peu, être était-il occupé à courir pour emprunter de l'argent afin de payer la facture du restaurant et de nettoyer le désastre avec sa maîtresse Céline. Je ne me souciais pas non plus de son existence. Je maintenais mon rythme de vie normal. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je cuisinais pour moi et je prenais du temps pour prendre soin de moi. Le vendredi soir, alors que je savourais une tasse de camomille et regardais un journal télévisé, mon téléphone m'a signalé un message WhatsApp. L'expéditrice était Tante Rose, la voisine directe qui vivait mur à mur avec ma belle-mère à Montreuil. Depuis le scandale de l'envoi erroné de la liste de cadeaux l'autre jour, Tante Rose était la seule de la famille qui avait pris la parole pour me défendre et critiquer publiquement la cupidité de Madame Chantal. J'ai ouvert le message pour le voir. Tante Rose m'avait envoyé une vidéo d'environ 2 minutes, accompagnée d'un message vocal plein d'indignation. Avec sa voix puissante, elle m'a dit de regarder la vidéo immédiatement pour m'ouvrir les yeux et voir la méchanceté de ma belle-mère. Elle m'a raconté qu'elle avait enregistré la vidéo par hasard la semaine dernière dans la cour du centre culturel du quartier. À ce moment-là, elle avait seulement l'intention de filmer quelques amis, en train de faire de la gymnastique, sans s'attendre à capter Madame Chantal, en train de faire des commérages. Hier, en nettoyant la mémoire de son téléphone, elle l'avait revue et avait sursauté en la découvrant. Elle me l'avait donc envoyée immédiatement comme preuve. J'ai appuyé sur le bouton de lecture de la vidéo. Le son de la musique de danse à plein volume se mêlait au brouhaha des conversations des dames. La scène se déroulait dans la cour cimentée du centre culturel du quartier, où ma belle-mère avait l'habitude d'aller aux cours de danse l'après-midi. Dans un coin de l'image, Madame Chantal, vêtue d'un survêtement rose fuchsia, était assise les jambes croisées sur un banc de pierre sous un arbre. Elle tenait un éventail à la main et avait le visage levé, avec un air de suffisance. Autour d'elle, il y avait 3 ou 4 femmes âgées. Elle se penchait vers Madame Chantal pour écouter les potins. La voix de Madame Chantal est entrée dans le microphone du téléphone de Tante Rose de manière incroyablement claire et nette. Elle a frappé son éventail contre sa cuisse et a élevé la voix pour se vanter de son exploit. Madame Chantal a dit clairement à ses amis que le fait que son fils Julien ait eu un enfant en dehors du mariage n'était pas quelque chose qu'il fallait cacher, que c'était une bénédiction pour la famille Dupont. Elle a déclaré catégoriquement que pour elle, qui enfanterait l'enfant importait peu, du moment que l'enfant portait le sang des Dupont et qu'il était le petit-fils pour perpétuer la lignée. Une femme du groupe a demandé, intriguée, comment la belle-fille qui était à la maison allait accepter cela. En entendant la question, Madame Chantal a lâché un long rire et a répondu directement. Elle s'est frappée la poitrine, affirmant avec assurance que sa belle-fille était très gentille et soumise. Et qu'en plus, comme elle était mariée depuis 5 ans sans avoir d'enfant, elle était toujours en position de faiblesse. Elle a expliqué son plan en détail, disant qu'elle organiserait une très grande fête pour la mettre devant le fait accompli. Elle profiterait de la pression des proches et des nombreux invités pour m'obliger à accepter l'enfant. Elle était sûre qu'avec mon caractère résigné, j'accepterais docilement d'élever ce fils bâtard, tant pour maintenir le prestige de la famille que pour conserver ma position de femme du chef. La vidéo se terminait avec l'image de Madame Chantal, riant aux éclats, recevant les éloges de ses amis sur son astuce et sa sagacité pour manipuler sa belle-fille. L'écran du téléphone est devenu noir, mais les mots acérés comme des lames de ma belle-mère continuaient de résonner à mes oreilles. J'ai eu froid dans le dos devant la cruauté et les manigances de la femme que j'avais appelée respectueusement mère pendant 5 ans. Ainsi donc, tout était mis à nu. La justification de Julien concernant un accident d'ivresse avait été complètement détruite.
Avoir un enfant hors mariage n'avait pas été une impulsion de mon mari, mais une conspiration calculée méticuleusement avec le soutien et l'encouragement enthousiaste de sa propre mère. Il s'était ligué pour me tendre un piège, étape par étape, me traitant comme une pièce d'échec inanimée sur l'échiquier des intérêts de la famille Dupont. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réprimer la colère qui était sur le point d'exploser dans ma poitrine. J'ai téléchargé soigneusement la vidéo sur mon téléphone. Puis j'en ai fait une copie sur mon ordinateur portable et je l'ai envoyée sur le cloud pour garantir une sécurité absolue. C'était la dernière pièce, et aussi le coup le plus mortel pour en finir avec cette mascarade pourrie. Avec la vidéo enregistrée en secret comme preuve irréfutable en main, j'étais totalement confiante pour entrer dans la bataille décisive dans la maison familiale des Dupont le lendemain. Malgré la forte opposition de tante Rose et les murmures des parents après l'incident de la liste des cadeaux dans le groupe WhatsApp, Madame Chantal a insisté obstinément pour mener l'affaire jusqu'au bout. Elle a annoncé qu'elle organiserait un repas de famille intime dans la grande maison familiale à Montreuil pour présenter officiellement le petit-fils à la famille. Cette action de Madame Chantal montrait qu'elle essayait d'utiliser son autorité en tant qu'aînée de la famille pour réprimer les opinions contraires et en même temps pour m'obliger à apparaître et à courber l'échine pour accepter l'amère vérité. Le dimanche à midi, le soleil de Paris tapait fort. Je ne me suis absolument pas cachée, mais j'ai décidé d'y assister la tête haute. J'ai choisi une élégante robe en soie bleu turquoise, les cheveux relevés en un chignon haut et un maquillage sophistiqué avec un rouge à lèvres rouge intense, pour souligner ma fierté et mon autorité. Je portais mon sac de marque qui contenait toutes les armes que j'avais préparées avec soin. J'ai pris un taxi tranquillement et je suis allée directement à la maison familiale des Dupont, située dans une large rue du quartier de Montreuil. Quand j'ai franchi le grand portail en bois de la maison, la grande cour était déjà pleine de monde. Presque tous les visages des oncles et tantes qui étaient dans le groupe WhatsApp l'autre jour s'étaient réunis là. L'atmosphère dans la cour était un peu étouffante et forcée. Le murmure des conversations a soudainement cessé en me voyant apparaître. Des regards de curiosité, d'appréhension et même de pitié se sont dirigés vers moi. À l'intérieur du salon principal, Madame Chantal était majestueusement assise sur le canapé, embrassant le nouveau-né. Debout, juste à côté d'elle, se trouvait ma belle-sœur Isabelle, donnant des ordres aux aides pour préparer la table. Et Julien, la tête basse, servait du vin aux aînés de la famille. En me voyant entrer avec un air radieux et assuré, le sourire sur les lèvres de Madame Chantal s'est éteint momentanément. Julien, nerveux, a renversé un peu de vin sur la table en bois, ne sachant pas où cacher ses mains tremblantes. J'ai gardé mon sang-froid, j'ai salué poliment les aînés, puis je me suis adressée à eux d'une voix douce, mais très claire. J'ai demandé la permission aux personnes présentes de parler avant que la famille ne commence à manger, parce qu'il y avait des affaires troubles qui devaient être éclaircies ici même. Madame Chantal s'est raclé la gorge pour essayer de m'en empêcher. Mais le grand-oncle de la famille a fait un geste de la main indiquant qu'on me laisse parler. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti le premier papier, la facture de la brasserie de fruits de mer, d'un montant de 2 000 €. Je me suis approchée et j'ai posé la facture directement sur la table basse, devant Julien et Madame Chantal. J'ai déclaré catégoriquement devant toute la famille que la grandiose fête de l'autre jour avait été réservée et que les invités avaient été conviés par la famille de mon mari elle-même. Moi, j'avais assisté en qualité d'invité et j'avais déjà remis mon cadeau. Par conséquent, cette dette de 2 000 € était la responsabilité de Julien et de ma belle-mère. J'ai exigé que la famille paie la facture de sa propre poche, mettant fin à l'illusion de m'obliger à passer la carte pour payer la trahison de mon mari. Julien a baissé la tête sans oser répondre. Madame Chantal est devenue violette de colère. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, j'ai lancé le deuxième coup. J'ai continué en sortant de mon sac une liasse de papier soigneusement agrafée. C'était la copie détaillée du livre de comptabilité des cadeaux que j'avais faite après y avoir passé la nuit. En me basant sur la photo qu'Isabelle avait envoyée par erreur, j'ai respectueusement remis la copie au grand-oncle et à tante Rose pour qu'il la fasse passer et la regarde. J'ai expliqué clairement que dans la liste de collecte de ce jour-là, il y avait près de 1 000 € qui étaient l'argent des enveloppes de mes amis, collègues et partenaires, invités personnellement par moi sur ordre de ma belle-mère. Au début, ma belle-mère avait promis qu'elle rendrait cet argent à la famille d'une amie. Mais la vérité, comme tout le monde peut le voir dans le carnet, c'est que tout cet argent avait été effrontément noté par Isabelle et ma belle-mère dans le fond des dépenses de la famille, pour servir de capital propre à cet enfant. J'ai exigé qu'Isabelle et ma belle-mère me rendent immédiatement l'argent des invités de ma part, et ce dès aujourd'hui. Je ne permets à personne d'utiliser mon honneur,
pour s'enrichir d'une manière aussi ignoble. La vérité claire sur le papier a donné l'impression que l'atmosphère dans la maison était sur le point d'exploser. Acculée, la cupidité des gens a commencé à les dresser les uns contre les autres. Isabelle, paniquée, s'est empressée de tout nier. Elle a pointé le doigt directement vers le visage de Madame Chantal, criant devant la famille qu'elle n'avait été que celle qui tenait le stylo pour tenir les comptes, mais qu'en réalité, toutes les grosses enveloppes de mes collègues avaient été cachées par Madame Chantal dans son sac personnel pour les ramener chez elle. Elle n'avait pas gardé un seul centime. Madame Chantal, en entendant sa propre fille la blâmer, a bondi comme si elle avait été piquée par une guêpe. Elle a complètement abandonné l'apparence d'une belle-mère respectable, insultant Isabelle à voix haute, la traitant de voleuse, disant qu'elle avait pris l'argent récolté pour payer ses propres dettes et qu'elle se retournait maintenant pour accuser faussement sa mère. La mère et la fille Dupont, celle qui s'était autrefois donné la main pour conspirer et me faire du mal, se tenaient maintenant au milieu du salon familial, s'insultant et s'attaquant mutuellement, juste pour vouloir se soustraire à la responsabilité de rendre l'argent mal acquis. Les aînés de la famille secouaient la tête. Des soupirs de découragement résonnaient dans toute la maison. Le masque d'hypocrisie de la famille Dupont avait été officiellement arraché d'une manière humiliante et honteuse. J'ai croisé les bras et observé la scène chaotique avec un léger sourire froid sur les lèvres, attendant le moment opportun pour lancer les derniers coups décisifs et briser complètement cette sale alliance. La scène dans la maison familiale était vraiment chaotique et tragicomique. Les cris stridents de Madame Chantal et d'Isabelle résonnaient dans toute la maison, brisant complètement l'atmosphère solennelle de la réunion de famille. Les parents autour secouaient la tête avec résignation. Certains ont essayé d'intervenir, mais n'ont pas pu éteindre le feu de la cupidité qui consumait l'amour maternel et filial de ces deux femmes. Dans un coin isolé près de l'entrée, Céline tenait le nouveau-né, en se cachant derrière une colonne. Son visage était pâle. Ses yeux effrayés allaient continuellement de sa belle-mère à sa belle-sœur. Être qu'à ce moment-là, elle commençait à réaliser vaguement la véritable nature de la famille dans laquelle elle désirait entrer. Je ne me suis pas pressée d'intervenir dans la guerre pour l'argent entre Madame Chantal et sa fille. J'ai attendu patiemment jusqu'à ce que le grand-oncle frappe fortement le sol avec sa canne, criant pour exiger le silence de tous. L'autorité du chef de la famille a obligé Madame Chantal et Isabelle à se taire, mais leurs regards continuaient de se lancer des poignards. L'espace a plongé dans un silence tendu. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la deuxième arme la plus destructrice, réservée spécialement pour la maîtresse de mon mari. Je tenais dans ma main un dossier soigneusement attaché et j'ai marché lentement vers Céline. J'ai regardé directement ses yeux remplis de peur et j'ai parlé d'une voix très claire et tranquille. J'ai dit à Céline: « L'autre jour au café, je t'ai prévenu des fausses promesses de cette famille. Mais être nourrissais-tu encore des espoirs? Aujourd'hui que la famille est réunie, je vais te montrer les preuves pour que tu évalues toi-même dans quelle position tu te trouves dans ce plan de descendance si calculateur. » En disant cela, j'ai tourné la première page et je l'ai mise directement dans la main de Céline. C'était un contrat de location de logement, avec toutes les signatures et les tampons officiels. J'ai annoncé catégoriquement à toute la famille, et en particulier à Céline, que l'appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine, que Julien avait promis d'utiliser comme foyer pour Céline et son fils, avait en réalité été loué par Julien à des étrangers pour un bail de 3 ans. Ce contrat a été signé il y a exactement 1 mois, au moment où Céline était enceinte et sur le point d'accoucher, et Julien avait reçu la caution complète qui s'élevait à des milliers d'euros, qu'il avait glissé dans sa propre poche. Le papier tremblait dans la main de Céline. Elle a écarquillé les yeux en voyant les lettres en gras qui indiquaient clairement la durée de la location et le montant de la caution. Les larmes ont commencé à couler sur le visage décharné de la femme qui venait de donner naissance. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à porter le coup de poignard final pour couper court à son illusion. Je suis retournée à la table basse, j'ai pris mon smartphone et je l'ai connecté à une petite enceinte Bluetooth que je portais dans mon sac. J'ai mis la vidéo que tante Rose m'avait envoyée il y a 2 jours. L'image n'était pas projetée sur un grand écran, mais le son résonnait dans chaque recoin de la maison. La musique de danse stridente a retenti, suivie de la voix criarde et prétentieuse de Madame Chantal, sortant à plein volume de la petite enceinte. Les paroles cruelles de Madame Chantal, affirmant que peu importe qui accouchait, du moment que cela portait le sang des Dupont, et le plan pour m'obliger à élever l'enfant et jeter la mère biologique, ont cruellement détruit tout le mensonge de cette famille.
Toute la maison est restée silencieuse. Les visages ridés des aînés se sont contractés de stupeur et d'indignation. Le grand-oncle était si en colère qu'il tremblait. Il a pointé le doigt directement sur le visage de Madame Chantal, l'insultant, la traitant de vipère, disant qu'elle avait corrompu la morale familiale et qu'elle avait jeté le discrédit sur toute une famille de biens. Madame Chantal s'est effondrée sur le canapé, le visage vidé de son sang, se couvrant le visage de ses deux mains, sans oser regarder personne. Julien est tombé à genoux sur le sol, pleurant pitoyablement la tête entre les mains, murmurant continuellement des excuses dénuées de sens. Le cri déchirant de Céline a lacéré l'atmosphère sombre. Elle a jeté le contrat de location au visage de Julien, en pleurant à chaudes larmes. La cruelle vérité exposée lui a fait réaliser qu'elle était complètement vide. Il n'y avait pas d'appartement de luxe, il n'y avait pas de compte d'épargne pour l'enfant. Il n'y avait aucun statut pour elle. Elle avait été trompée de façon spectaculaire, utilisée par la famille Dupont comme une machine à enfanter gratuite, et rien de plus. Quand sa valeur d'usage a été terminée, ils étaient prêts à la laisser de côté pour m'obliger à porter le fardeau, à nettoyer les conséquences de leur cupidité sans fond. Dans son ressentiment extrême de ne plus pouvoir maintenir sa fausse faiblesse, elle a maudit à voix haute la cruauté de Madame Chantal et a insulté la lâcheté et la bassesse de Julien. Elle a déclaré catégoriquement que la famille Dupont n'obtiendrait pas ce petit-fils. Elle préférait emmener son fils mendier plutôt que de le laisser grandir dans une famille pleine d'escrocs et d'hypocrites. Ce disant, Céline a serré fort l'enfant qui pleurait à plein poumon sous le coup de la frayeur. Elle s'est retournée et est sortie en courant de la maison familiale. Les pleurs du bébé se sont éloignés et ont ensuite été complètement étouffés par le bruit de la circulation dans la rue. La famille Dupont était maintenant dans un chaos total. Madame Chantal criait, appelant son petit-fils, essayant de courir pour l'arrêter, mais ses jambes tremblantes l'ont fait tomber face contre terre sur le sol de la cour. Isabelle pleurait à chaudes larmes de peur d'avoir à payer l'argent. Julien était assis, étourdi, comme une âme en peine. La sale alliance construite sur des calculs vils venait de voler en éclats officiellement, laissant pour conséquence une humiliation honteuse qui ne pourrait jamais être lavée aux yeux de toute la famille. En voyant la scène chaotique et tragique qui se déroulait sous mes yeux, aucune once de satisfaction ni de pitié n'a surgi dans mon cœur. Tout en moi, à ce moment-là, n'était qu'un calme absolu, comme quelqu'un qui vient de traverser une grande tempête et regarde les décombres derrière lui. La seule chose qu'on veut faire, c'est continuer à marcher vers l'avant, chercher une nouvelle terre plus paisible pour reconstruire depuis le début. J'ai ramassé lentement les papiers sur la table, j'ai rangé la petite enceinte et mon sac, puis je me suis levée face au visage qui montrait clairement la stupeur et l'humiliation de la famille de mon mari. J'ai dirigé mon regard vers le grand-oncle. J'ai fait une révérence respectueuse, puis j'ai prononcé clairement mes mots d'adieu. J'ai déclaré devant les aînés que pendant les 5 années où j'ai été la belle-fille de la famille Dupont, j'avais rempli mon devoir d'épouse et de belle-fille, sans avoir jamais été insolente, sans avoir fait quoi que ce soit de trouble. Mais la tromperie, la trahison et la conspiration cruelle de mon mari et de ma belle-mère avaient dépassé la limite de ce qui est supportable pour une personne. À partir de ce moment, je mets fin officiellement à tout lien avec la famille Dupont. Je déposerai unilatéralement la demande de divorce au tribunal, en exigeant que toutes les affaires financières soient résolues de manière transparente. Je ne prends rien qui appartienne à cette famille. Et j'exige également que vous n'entriez plus jamais dans ma vie, pas même une seule fois. Ayant prononcé ces mots définitifs, je me suis retournée et j'ai marché à grands pas fermes dans la cour. Personne dans la famille de mon mari n'a osé m'appeler, et personne n'a eu le courage de courir après moi pour me retenir. La lourde porte en bois de la maison familiale s'est fermée dans mon dos, séparant pour toujours 2 mondes. À l'intérieur de cette porte restaient les pleurs de Madame Chantal pour avoir perdu son petit-fils, les disputes et les accusations mutuelles d'Isabelle, et l'effondrement total de Julien, en réalisant qu'il avait perdu tout ce qu'il y avait de plus précieux, seulement par cupidité et égoïsme. À l'extérieur de la porte, le ciel d'automne de Paris était d'un bleu profond. Les rayons de soleil doré brillaient sur la rue, comme pour accueillir le retour d'une âme libre. J'ai pris un taxi pour retourner à mon appartement dans le 15e arrondissement. Ce serait la dernière fois que je mettrais les pieds ici. Je me suis changée pour des vêtements confortables. J'ai sorti 2 grandes valises du débarras et j'ai commencé à rassembler mes affaires personnelles. Je n'ai pris aucun bien commun de valeur. Je n'ai mis dans la valise que les vêtements que je m'étais achetés avec mon propre salaire, quelques livres préférés,
du maquillage et des objets qui n'avaient de valeur sentimentale que pour moi. Les bijoux onéreux que ma belle-mère m'avait offerts le jour de mon mariage, je les ai rangés soigneusement dans leur boîte en velours rouge et je les ai laissés sur la coiffeuse. La chambre, où s'étaient accumulées tant de joies et de tristesses de la vie conjugale, était maintenant vide et froide. Je suis allée dans le salon. Mon regard s'est posé par hasard sur la table basse en verre. Le bouquet de roses enveloppé dans du plastique à 5 € que Julien avait apporté pour demander pardon quelques jours auparavant y était toujours jeté, sans avoir été mis dans l'eau. Les pétales étaient déjà fanés et étaient devenus de couleur sombre. Les feuilles étaient tombées sur la table avec un aspect pitoyable et bon marché. C'était exactement pareil que l'amour et le repentir qu'il ressentait pour moi. Faux, bon marché et vite fané. Je n'ai pas jeté le bouquet à la poubelle. J'ai pris ce bouquet fané et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre du salon, juste à côté du trousseau de clés de la maison et de l'alliance en or que je venais de retirer de mon annulaire. C'était ma façon de rendre tous les mensonges, les blessures et les serments vides que cet homme m'avait donnés. En traînant les 2 lourdes valises hors de la porte, j'ai tourné la tête pour regarder la maison une dernière fois. Il n'y avait pas de nostalgie, juste un soupir de soulagement. J'ai verrouillé la porte à clé. Puis j'ai laissé tomber la clé dans la boîte aux lettres, coupant définitivement tout lien émotionnel avec le passé. Le son des roulettes de la valise roulant sur le trottoir résonnait dans l'après-midi ensoleillé. J'ai appelé une petite camionnette de déménagement pour aller directement dans un quartier modeste en banlieue, à Pantin, où je venais de louer un petit appartement, mais plein de paix, pour commencer une vie complètement nouvelle. En moins d'1 mois, depuis le jour de ce désastreux repas de famille, le karma a frappé la famille Dupont de manière contondante et cruelle, sans avoir besoin d'aucune vengeance cruelle de ma part. Les lois de cause à effet de la vie avaient automatiquement remis chaque chose à sa place. Après mon départ, Julien a dû faire face à un tas de décombres qu'il avait lui-même créés. La facture de 2000 € du restaurant de fruits de mer était arrivée à son échéance, et couplée à la pression de la famille exigeant le remboursement des près de 1000 € de l'argent des cadeaux de mes invités, cela l'a mis dans une situation désespérée. Sans pouvoir emprunter à personne, Julien a été contraint d'épuiser le plafond de ses cartes de crédit pour payer les dettes, portant sur ses épaules des intérêts bancaires énormes chaque mois. La carrière de Julien est également tombée en piqué, je ne sais comment. L'histoire du scandale de sa vie privée a fuité à l'extérieur et est parvenue aux oreilles de la direction de l'entreprise. Pour une agence de communication qui valorisait l'image médiatique, le fait qu'un directeur viole l'éthique et le style de vie en trompant sa femme pour avoir un enfant hors mariage était une tâche inacceptable. Julien a été convoqué par les ressources humaines pour une sanction disciplinaire. Il a été immédiatement destitué de son poste de chef de département et muté à un poste d'employé normal dans un service moins important. La façade de l'homme exemplaire a volé en éclats. Il est devenu le sujet de commérages et de moqueries de ses collègues. Il allait travailler chaque jour la tête basse, de honte. Quant à Céline, après avoir réalisé le vrai visage de la famille Dupont, elle a pris l'enfant et a déménagé directement dans son village natal, dans une province de Bretagne. Les parents de Céline étaient furieux que leur fille ait été trompée. Ils ont déclaré qu'ils interdisaient formellement à quiconque portant le nom de Dupont de mettre un pied là, bas pour rendre visite ou reconnaître le petit-fils. Madame Chantal, chez elle, s'ennuyait de son petit-fils à en devenir folle. Mais elle n'osait pas non plus aller dans le village de Céline pour le réclamer, parce qu'elle savait que la famille là, bas la chasserait à coups de bâton. Depuis le jour où le scandale a éclaté, Madame Chantal a également perdu la face devant le voisinage. Tante Rose et les voisines murmuraient souvent et critiquaient son comportement immoral. Trop honteuse, Madame Chantal s'est enfermée chez elle toute la journée, abandonnant complètement l'habitude d'aller au centre culturel pour danser ou faire des commérages avec ses amis. Un soir de week-end, il pleuvait des cordes à Paris, alors que j'attendais un taxi sous l'aube d'un supermarché près de mon travail. Une silhouette d'homme trempé s'est jetée vers moi. C'était Julien. Il avait l'air décharné, avec une barbe de plusieurs jours, les yeux vitreux de désespoir. Malgré la pluie froide qui tombait à torrents, Julien s'est arrêté devant moi avec une voix tremblante, me suppliant de lui donner une chance de recommencer. Il a dit qu'il avait tout perdu et qu'il ne lui restait plus que moi comme dernière bouée de sauvetage. J'ai regardé l'homme qui avait été mon mari avec un cœur tranquille, sans la moindre vague. Je ne me suis pas moquée de son état pitoyable, ni ne lui ai reproché ses anciennes erreurs. J'ai ouvert calmement mon parapluie bleu clair pour bloquer la pluie qui nous éclaboussait, et j'ai parlé d'une voix très sereine. Je lui ai conseillé de se relever par ses propres moyens. Les conséquences qu'il avait lui-même créées
C'était à lui de porter la responsabilité de les assumer jusqu'au bout. Je lui ai dit que le plus grand pardon que je pouvais lui accorder en ce moment était de nous libérer tous les deux, pour que personne n'ait à porter le poids de la rancœur pour le reste de sa vie. Ma vie avait tourné la page, et sur cette page, il n'y avait absolument aucun espace pour écrire son nom. En disant cela, je suis montée dans le taxi qui venait de s'arrêter, laissant Julien planté sous le rideau de pluie blanche. La voiture m'a ramenée à mon petit appartement en location à Pantin. L'appartement n'était pas grand, mais il était plein de lumière naturelle et très chaleureux. Je me suis changée pour des vêtements secs, je me suis assise à la petite table en bois près de la fenêtre, et j'ai sorti soigneusement mon carnet pour noter les dépenses mensuelles de mon nouveau foyer. Avec le salaire que je gagnais moi-même, je me sentais plus libre et plus heureuse que jamais. J'ai tendu la main vers le bouquet de lys roses que je m'étais acheté l'après-midi. Je les ai méticuleusement disposés dans le vase en céramique au centre de la table. Le parfum des lys se répandait dans toute la pièce, dissipant le froid de la pluie au dehors. Je suis sortie sur le balcon, j'ai coupé quelques branches de menthe fraîche que tante Rose m'avait apportées la semaine dernière dans un petit pot. Je les ai rentrées pour préparer une théière d'infusion bien chaude. Tenant la tasse d'infusion à la menthe doucement parfumée, j'ai regardé la rue animée, avec ses lumières à travers la vitre. Mon cœur était léger, serein et étrangement en paix. Ayant traversé un mariage brisé, plein de blessures et d'égratignures, je ne me suis pas permis de m'effondrer ni de perdre foi en la vie. J'ai réalisé que le meilleur pardon n'est pas d'essayer de réparer les morceaux cassés, mais de comprendre sa propre valeur, d'avoir le courage de sortir de la boue pour guérir et s'aimer soi-même. J'ai bu une gorgée d'infusion chaude, souriante avec liberté, prête à accueillir les aubes radieuses qui m'attendaient. Toutes les tempêtes s'étaient éloignées, me laissant un ciel dégagé et une vie qui m'appartenait vraiment. Peut être qu'en refermant l'histoire d'Hélène, chacun de nous porte dans son cœur un arrière-goût inoubliable. Non seulement la satisfaction face à la fin méritée du traître, mais surtout la réflexion sur la valeur de l'amour-propre dans le mariage. À travers le voyage d'Hélène, nous réalisons que la tolérance ou le sacrifice ne valent la peine que lorsqu'ils sont accordés à la bonne personne et au bon endroit. Si nous nous obstinons à supporter des injustices juste pour maintenir une façade de faux bonheur, nous perdons nous-mêmes le droit d'être heureux. La première leçon que laisse Hélène est la lucidité. Ne laissez jamais votre gentillesse être exploitée par des personnes calculatrices et pragmatiques. La deuxième leçon réside dans le courage de l'autonomie. Lorsqu'une relation a pourri et qu'il n'y a plus de respect, le fait de lâcher prise définitivement n'est pas un échec, mais le premier pas pour trouver notre propre liberté. La bonté d'une femme est un cadeau, et si l'homme ne sait pas l'apprécier, il ne mérite pas de la recevoir. Cette vie est très juste. On récolte ce que l'on sème. Les calculs vils ne mèneront les gens que dans une impasse, tandis que la sincérité et le courage ouvriront toujours des chemins pleins de lumière. J'espère que chaque femme, en terminant de voir cette histoire, pourra être assez forte pour maintenir sa valeur, assez résiliente pour vivre une vie radieuse et libre. Rappelez-vous que le bonheur n'est pas un cadeau que les autres nous font, mais quelque chose que nous cultivons de nos propres mains, et que nous méritons de recevoir avec la plus grande estime et sincérité.